invité par le président de la République à prendre la parole, M. Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, a présenté le projet de décret portant approbation du Pacte national énergétique de la République du Congo. Le sommet africain pour l'énergie tenu à Dar es Salaam les 27 et 28 janvier 2025 sur le thème « Accélérer l'avenir énergétique en Afrique » a posé les bases d'une nouvelle ère de la politique énergétique sur l'ensemble du continent africain. Cette ère, introduite par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et leurs partenaires, vise à fournir à l'horizon 2030 de l'électricité à 300 millions d'Africains sur les 690 millions recensés n'y ayant pas accès. L'adhésion pleine et entière à ce projet par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, témoigne de la volonté de la République du Congo pour l'accès à l'électricité à près de 6 millions de Congolais à l'horizon 2030. C'est dans cette perspective que la République du Congo a signé la convention de Dar es Salaam de janvier 2025 en vue, entre autres, d'établir des alliances de partenariat stratégiques autour des objectifs et des actions visant à projeter le futur commun de l'accès universel à l'électricité. Pour arrimer le Congo à la mission 300, le gouvernement s'est engagé à élaborer le pacte national énergétique de la République du Congo à l'issue des discussions et consultations avec diverses parties prenantes, notamment les partenaires techniques et financiers au développement, le secteur privé et la société civile. Ce pacte vise comme objectif à réhabiliter et développer les infrastructures énergétiques à des coûts compétitifs. Monsieur Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres 3 projets de décret. Le premier texte présenté est le projet de décret portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État constituée d'une emprise du domaine public maritime située au lieu-dit Olmoni, district de Luango, département du Kwilu, par la société Luyan des Mines du Congo. La société Luyan des Mines Congo est attributaire du permis minier dit Mbukumasi pour l'exploitation des sels potassiques au lieu-dit Olmoni, district de Luango, département du Kwilu. L'exploitation de la potasse constitue une composante essentielle de la stratégie nationale de valorisation des ressources minières dans une perspective de transformation locale, de création de valeur ajoutée et de développement d'industries connexes. Ce projet de décret a pour objet de conférer à une personne morale de droit privé l'occupation d'une emprise du domaine public de 577 hectares, 84 arts, 26 centiares pour une durée de 20 ans. Cette attribution foncière est justifiée par la nécessité d'implanter une infrastructure portuaire moderne destinée à l'exploitation des granulés de potasse. Ce projet, dont les crédits sont exécutés à plus de 200 millions de dollars américains, est porteur d'un grand potentiel d'emploi, tant dans les phases de construction que d'exploitation, notamment environ 1500 emplois directs en phase de construction, plus de 800 emplois permanents en phase d'exploitation industrielle
d'autres milliers d'emplois indirects générés dans les services de soutien, de la logistique, du commerce et des transports. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État constituée d'une emprise du domaine public maritime située au lieu-dit Olmoni, district de Luango, département du Kwilu, par la société Luan des Mines Congo. Il est le premier centre préscolaire du secteur public dans ce quartier Issouli à Kintélé. Le ministre en charge de l'enseignement général a voulu s'assurer de l'état des travaux de ce chantier à quelques jours de la prochaine rentrée scolaire. Nous sommes exactement à 14 jours de la rentrée des classes du 1er octobre et nous parcourons les départements de notre pays pour nous assurer que le dispositif est mis en place, que les conditions d'accueil sont améliorées pour nous permettre ainsi de recevoir nos apprenants dans les meilleures conditions possibles au 1er octobre prochain. Nous allons prendre toutes les précautions nécessaires avant le 1er octobre de façon à pouvoir équiper, à pouvoir corriger cette luminosité que vous évoquez à l'intérieur des salles de classe et puis aussi apporter tout le matériel nécessaire pour que la rentrée ici au 1er octobre soit véritablement effective. Le ministre Jean-Luc Montou envisage déjà la construction d'un complexe scolaire sur le site. Et ici à Kintélé, il s'agit d'un préscolaire, mais pas que, puisque nous avons aussi pris ce temps nécessaire pour revoir le terrain qui est à notre disposition ici, un peu plus de 3 hectares, qui va recevoir d'ici là un nouveau collège aussi, dont les travaux vont s'amorcer dans quelques semaines. Et pourquoi pas, nous y travaillons un lycée d'enseignement général pour nous permettre d'avoir ici un cycle complet et permettre ainsi aux enfants de Kintélé, comme à d'autres d'ailleurs sur l'ensemble de notre territoire national, de pouvoir bénéficier des bonnes conditions d'accueil pour leur formation et leur prise en charge. Nous avons toujours travaillé de cette façon. Il n'y a pas deux façons de travailler au sein de notre ministère. Quand nous construisons des infrastructures, nous les sécurisons. Toutes ces préoccupations sont prises à bras-le-corps pour nous permettre évidemment à la fois de sécuriser les infrastructures et aussi de sécuriser les apprenants et le personnel qui utilisent l'ensemble de ces dispositifs. À Mikalou, c'est plutôt l'école 5 février qui est en pleine réhabilitation. Mais pour les habitants, l'installation d'un poste de police avancé reste la réponse à l'insécurité. Concernant l'État a pris la décision pour l'aménagement et nous sommes tous dans la joie. Et ce que nous proposons, que 5 février puisse avoir au fait un poste de police. Parce que c'est pour une énième fois qu'on a déjà arrangé et il y a eu les jeunes du quartier ont toujours volé les matériels ici. Donc je crois que si on peut installer un poste de police, ça sera une valeur ajoutée pour stabiliser la propriété et la zone au fait. Alors que la rentrée scolaire est fixée au 1er octobre, ici, les ouvriers s'accordent sur la fin avant cette date. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du prolongement de la 5e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité, tenu du 21 au 23 août 2025. 500 jeunes producteurs et horticoles de Pointe-Noire vont participer à une session de formation et d'incubation à leur profit organisée par l'Union des coopératives des producteurs et des artisans du Congo avec l'appui de la Congolaise agricole. Nous devons sortir de cette rencontre avec une décision solennelle, celui de hisser haut notre agriculture, celui de hisser haut notre secteur d'activité et de rejoindre le rang des pays qui tirent le continent vers l'avant. Et c'est de votre devoir, chers agriculteurs, parce que sans vous, la nation ne peut pas évoluer. Vous devez incarner cette révolution agricole, vous devez incarner ce changement. Et nous, Congolaises agricoles, nous nous sommes engagés dans ce combat. Nous avons fait de l'agriculture, du développement de l'agriculture, notre combat. Et c'est avec vous
que nous allons réussir. Donnant quitus à cette session, la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, a salué l'initiative qui épouse la vision du président de la République. Notre pays ne peut plus dépendre éternellement des importations massives de denrées alimentaires. Le président de la République l'a souligné avec vigueur. Nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Ces mots doivent être pour nous une boussole et un engagement collectif. Chers jeunes apprenants, vous êtes au cœur de cette vision nationale. Cette formation n'est pas une simple rencontre, mais une passerelle vers vous, votre autonomisation et votre responsabilité. Je vous invite donc à l'aborder avec discipline, assiduité, écoute et esprit d'ouverture. Le président Denis Sassou Nguesso nous a rappelé que la jeunesse est la force vive de la nation et c'est à elle de bâtir le Congo de demain. UNICOPAC est une plateforme syndicale légitime de plaidoyer. Elle constitue un pont entre les coopératives et les pouvoirs publics, un levier d'intégration régionale et d'émergence. Nous avons les missions de représenter et défendre les intérêts des agriculteurs, encadrer, former et accompagner les membres, améliorer les pratiques agricoles, la gouvernance coopérative et la gestion entrepreneuriale, faciliter l'accès au financement, aux intrants agricoles, aux équipements et aux marchés locaux, nationaux et internationaux, promouvoir la solidarité, l'équité et la mutualisation des efforts entre producteurs et coopératives pour renforcer leur pouvoir économique et social. Encourager l'innovation agricole, l'agro-industrialisation et le développement durable des filières agricoles congolaises. Collaborer avec les partenaires techniques et financiers pour mettre en œuvre des projets structurants et bénéfices des membres. Pour tout dire, l'Union des coopératives de producteurs et des artisans du Congo œuvre pour l'intérêt des agriculteurs. Devrait-il aussi augmenter le prix de la baguette du pain? Les boulangers évoluant à Pointe-Noire font face depuis le lundi 15 septembre à une augmentation du prix du sac de farine passant de 16 000 francs à 20 000 francs CFA, sans communication officielle du ministère du Commerce. Le directeur général de la boulangerie et pâtisserie Le Continent ne peut vouer sa langue au chat. Nous, boulangers congolais, domiciliés à Pointe-Noire, nous avons appris lundi dernier que le prix du sac de farine était passé à 20 000 francs par certains fournisseurs. Et donc ça nous a complètement découragés. Voilà, nous nous sommes dit pourquoi cette augmentation sans autorisation du ministre du Commerce. Voilà, ils n'ont pas consulté aucune autorité compétente pour pouvoir prendre une telle décision. Et donc, nous avons estimé, nous boulangers, qu'il fallait voilà, s'exprimer là-dessus, parce que vous savez, ces sociétés qui fabriquent de la farine, c'est des sociétés qui gagnent des milliards. Voilà, ils gagnent des milliards. Et donc, aujourd'hui, augmenter le prix du sac de 16 000 à 20 000, c'est un scandale. C'est pas possible. Cela risquerait d'impacter le prix du pain. Et voilà, le prix du pain qui risquerait d'augmenter. Et ce que nous ne souhaitons pas. Parce que nous, Congolais, nous ne voulons pas que le prix du pain puisse augmenter. Parce que sinon, ça risquerait de pénaliser la population. Et le panier de la ménagère risquerait d'être, je dirais, impacté. D'accord? Déjà avec tous les problèmes de rentrée scolaire, il faut acheter les cahiers, ceci, cela. Mais où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour acheter toutes ces affaires et puis un pain plus cher que d'habitude? Les boulangers appellent donc le ministre des tutelles à interdire cette augmentation. Le message que nous lançons aux autorités en général et aux ministres en particulier, c'est d'interdire cette augmentation. Voilà. C'est une augmentation qui est injustifiée, qui ne s'explique pas. Il n'y a aucune raison qu'il puisse augmenter maintenant. Autrefois, bon, il y avait des soucis au niveau du blé, l'Ukraine, machin, mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Voilà, donc de telles augmentations, ce n'est pas sérieux. C'est de grosses sociétés, de grandes entreprises qui gagnent des milliards. Donc c'est injuste de pouvoir augmenter le prix du sac de farine et, je dirais, embêter les pauvres boulangers. Parce que nous, comment est-ce qu'on pourrait faire pour arrondir nos fins du mois, payer nos charges? Ce ne serait pas possible, d'accord? Et en plus,
Il y a certains qui ont augmenté à 17 000. Enfin, ils ont fait marche arrière. Hein. C'était passé à 20 000 lundi. Après, ils sont redescendus à 17 000, d'autres à 18 000. Certains, certainement, sont restés à 20 000. Mais c'est pas sérieux, tout ça. C'est pas sérieux, tout ça. Donc, nous demandons à M. le ministre voilà, d'interdire ce genre de comportement. Lorsqu'on touche au prix de la farine, ça a des conséquences terribles sur, je dirais, le pouvoir d'achat des boulangers. Aux décideurs de dissuader les fournisseurs, car si le prix de la baguette du pain augmentait, ce serait désastreux pour les populations qui font déjà les frais des contraintes du marché. La Société Énergie électrique du Congo poursuit sa dynamique de modernisation avec la mise en place de nouvelles infrastructures clés, entre autres un auditorium, une salle d'archivage numérique et un data center. Ces installations, visitées par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, en présence de la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement, sont des indices pour optimiser les performances opérationnelles de l'entreprise et à répondre aux besoins énergétiques des usagers. L'objectif principal de la salle d'archivage digitalisée est de stocker, d'assurer la préservation optimale et sécurisée des documents et données de manière électronique sur les longs termes en garantissant leur intégrité. Il y a le projet d'interconnexion de tous les points dans l'ensemble du pays où il y a l'activité commerciale avec le data center. Et le data center est le cœur de ce système. Cette visite s'est soldée par une séance de travail avec les cadres et agents de cette société. Le directeur général de la société a insisté sur la nécessité pour les agents de s'adapter aux nouvelles technologies et aux réformes en cours. Il a souligné l'importance de la digitalisation des processus et de l'amélioration continue des services pour répondre aux attentes des clients. Pour être arrivé, je pense que nous puissions être responsables. Qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours de la réforme dans le pays. On doit amener des outils qui vont nous permettre d'aller vers la performance, la qualité. Et personne n'a le droit de contrecarrer ces actions. Le ministre de tutelle a martelé sur des financements significatifs obtenus auprès de la Banque mondiale et du groupe Eni pour la réfection de la ligne Pointe-Noire-Brazzaville et pour les réparations concernant l'ensemble des réseaux électriques du boulevard énergétique. Ces financements permettront à l'ECAREC de renforcer ses capacités et d'améliorer la qualité de ses services. Le gouvernement compte sur vous et sur votre disponibilité à montrer que vous êtes capable de faire le travail. Il faut quitter cette image archaïque que vous tenez depuis longtemps pour vous inscrire dans la modernité. Cette visite de terrain augure de bonnes perspectives pour cette entreprise qui devrait améliorer significativement ses prestations grâce à ces nouvelles infrastructures et aux financements obtenus. Ne plus seulement se limiter dans les mairies, mais aller dans les zones, blocs et quartiers, la campagne de distribution de proximité des cartes nationales d'identité et de numéros d'identification unique lancé dans le département de Pointe-Noire sur instruction du ministère de l'Intérieur vaut ses lettres de noblesse à 7 mois précis de l'élection présidentielle. Cette campagne vise entre autres à désengorger les services d'identification dont les locaux sont saturés par des cartes non délivrées par les Ponténégrins. Nous avons tous les jours plusieurs demandes de cartes nationales d'identité et de NIU. Mais nous avons aussi des stocks importants de ces documents déjà produits. J'ai entendu parler ici de la quarantaine. Mais nous avons oublié que ces demandeurs de cartes nationales d'identité et de NIU le font parfois plusieurs fois sans savoir qu'ils ont déjà des cartes disponibles. À cause des problèmes techniques, à cause de la lenteur administrative, un habitant de Ngoyo qui a fait sa demande de la carte nationale d'identité l'année passée, après avoir attendu 3 à 4 mois, il déménage et se retrouve à Tieté. Il trouve qu'il y a un centre d'identification qui est là. Ça fait 6 mois, 1 année qu'il n'a pas reçu sa carte. Refait la carte.
alors que la carte est disponible. Nous avons pensé lister toutes les cartes nationales d'identité disponibles. Lister toutes les cartes new disponibles. Pour une campagne réussie, les chefs des quartiers et leurs collaborateurs immédiats devraient pleinement jouer leur partition. Chaque chef de zone ou de bloc recense les gens, peu importe le statut, qui sont déjà passés à la machine, qui attendent des cartes depuis 2 ou 3 ans, voire plus, et ceux qui ne sont pas encore faits enrôler. En ce moment-là, les fiches reviendront vers nous au niveau de la section départementale. Nous allons programmer la descente sur le terrain en fonction de ces statistiques. Il n'est pas demandé aux chefs de bloc ou chefs de zone de prendre les dossiers des impétrants. Nous avons des représentations au niveau de chaque arrondissement. Et c'est au niveau de nos antennes que les dossiers seront déposés. Des équipements, notamment des bottins, seront mis à leur disposition. Nous avons pensé mettre à la disposition de tous les chefs de quartier des bottins, de la carte nationale d'identité et du NIU, des cartes qui sont disponibles. Vous aurez pour la carte nationale d'identité 3 bottins de ce genre, repartis de la manière suivante: de A à L, la lettre M et de N à Z. Pour le NIU, même chose, 3 documents. Et ces documents vous relatent toutes les cartes nationales d'identité et NIU disponibles, de manière à ce que la population ne soit plus obligée de se déplacer pour aller vers les mairies ou l'identification civile pour savoir si sa carte est disponible. Donnant le top de cette campagne, la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, a appelé tous les acteurs impliqués à une mobilisation sans flétrissure. On appelle à l'implication active et à la responsabilité de tous, moi-même la première, les membres du bureau exécutif, Madame la secrétaire générale du conseil, Mesdames et Messieurs les administrateurs maires d'arrondissement et celui de la communauté urbaine de Tchambazassi, ainsi que leurs secrétaires généraux respectifs, les chefs de quartier et les chefs de bloc, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de mettre en harmonie cette instruction qui se doit d'être appliquée sans problème et sans aucune entorse. Notons que ce sont 10 959 cartes nationales d'identité produites entre 2016 et 2024 et 25 594 cartes NIU produites entre 2020 et 2024 ne sont toujours pas délivrées par les Ponténégrins au service d'identification. Le développement socio-économique de la République du Congo nécessite l'implication active de tous les Congolais, où qu'ils se trouvent dans le monde. Cette rencontre citoyenne de la diaspora congolaise en France, organisée le 13 septembre dernier, s'inscrit dans cette dynamique, fédérer les énergies et promouvoir le développement du pays. Les Congolais en délicatesse avec la République, ce sont ceux qui ont, je crois, 2-3 difficultés à véritablement venir au Congo. Ceux qui ont été condamnés, je crois qu'il y en a quelques-uns, mais pas simplement ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Soyons sérieux, j'en vois plein à Brazzaville. Ils insultent ici et puis ils sont à Brazzaville, ils viennent. S'il y a un Congolais qui considère qu'il a des difficultés à rentrer chez lui ou qu'il se sent en insécurité, je suis prêt à garantir sa protection. Rodrigue Malonda Somba, conseiller politique du président de la République Denis Sassou Nguesso, a mis le curseur sur l'unité, de la cohésion et du vivre ensemble, malgré la diversité des opinions. Face à la diaspora, il a prôné une approche collaborative et inclusive pour promouvoir le développement socio-économique du pays. L'initiateur des échanges a promis de mettre les garde-fous pour assurer la sécurité des Congolais qui souhaitent retourner au pays. Il n'y a pas de problème. Nous nous sommes proposés quand même pour que ceux qui considèrent qu'ils se sentent en insécurité pour rentrer à Brazzaville nous contactent pour que nous puissions garantir leur retour en sécurité à Brazzaville.
L'État devrait-il donc créer un environnement propice à leur réintégration en mettant en place des politiques et des programmes de soutien? La diaspora congolaise, à l'instar de celle d'autres pays, constitue un moteur de développement. Cette démarche pourrait inverser la tendance et encourager une implication plus active de la diaspora dans le développement socio-économique du pays. Comptable de profession et employé dans la fonction publique, Harry Singano considère l'épilepsie comme n'importe quelle autre maladie. Âgé de 55 ans, ce père de 4 enfants n'est pas né épileptique. La maladie lui a été diagnostiquée au cours des 33 dernières années. Au début, ses proches attribuaient son état à la superstition. D'après ce que je sais, d'après ce que je crois, ce n'est pas à cause de mes collègues de travail ni de mes proches, pas du tout. L'épilepsie a commencé à se manifester dans mon corps à cause d'une ivresse perpétuelle. Le parcours de Harry Singano et son expérience dans la stigmatisation et la discrimination l'ont conduit à devenir un acteur du changement. Je veux juste leur dire de suivre strictement ce qu'on leur dit de faire. S'ils rencontrent un problème, ils doivent être à l'aise. Il y a certaines personnes qui, à cause de l'épilepsie, disent que je ne connais pas l'épilepsie, que je ne peux pas parler à quelqu'un. Ce n'est pas censé être comme ça. Selon Dorothée Ngoma, professionnelle de santé expérimentée et défenseur de la maternité sans risque, l'épilepsie peut se développer après l'accouchement lorsque les enfants ont subi des traumatismes pendant l'accouchement. Selon elle, il est essentiel de briser les fausses idées sur cette maladie. J'ai vu cela et à chaque fois que nous suivons ces bébés qui ont eu des accouchements tardifs, ils deviennent épileptiques. Bien que certaines personnes croient que si vous avez quelqu'un d'épileptique dans la famille, peut-être que cela se transmet de famille en famille ou parfois ils croient que si vous avez des conversations, ne soyez pas près d'eux parce que vous serez affecté, s'ils pètent ou quelque chose comme ça. L'air autour d'eux est infectieux, ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Le Bureau international pour l'épilepsie, une organisation de défense et de lobbying qui lutte pour les droits des personnes atteintes d'épilepsie, a progressé en matière de sensibilisation à l'épilepsie dans 16 pays d'Afrique, dont le Malawi. Nous avons décidé de mettre en place plusieurs interventions, notamment des programmes de sensibilisation que nous soutenons en tant qu'organisation. Actuellement, nous soutenons 6 pays d'Afrique qui disposent des programmes complets sur l'épilepsie. Nous sensibilisons les communautés par l'intermédiaire de nos sections. Nous formons également les décideurs politiques. Nous formons les soignants à l'épilepsie dans le cadre de ces programmes et depuis peu, nous formons aussi les responsables de l'application des lois. Par exemple, en Eswatini et au Malawi, nous avons lancé un programme spécial ciblant les responsables de l'application des lois, les politiques à former, car la sensibilisation des responsables de l'application des lois était également limitée. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur les perspectives des maladies dans le monde pour 2023 montre que les maladies non transmissibles constituent toujours un problème de santé majeur au Malawi. L'assistant IA de DeepSeek, start-up chinoise, entre en compétition avec les entreprises américaines à la pointe de l'IA générative, telle que ChatGPT, pour une fraction du coût pour le consommateur. Le chatbot chinois a publié un nouveau modèle d'IA qui, selon DeepSeek, est plus rentable dans son utilisation que les puces Nvidia. So much of the information about the research going into this, the model weights, Une grande partie des informations concernant la recherche, les poids du modèle, la façon dont il est construit et les processus utilisés pour le traiter, ainsi que le code que les utilisateurs peuvent télécharger localement pour l'exécuter et le modifier n'est pas disponible avec des équivalents tels que ChatGPT. Tout cela se passe derrière les portes closes du secteur privé. Il s'agit donc d'un véritable changement dans ce sens. Cela va être beaucoup plus accessible, surtout financièrement, à un public plus large, et cela bouleverse vraiment les stratégies de monétisation mises en place par un grand nombre d'entreprises d'IA occidentales. DeepSeek se distingue par le fait que ces modèles sont en open source, c'est-à-dire que les composants clés sont libres d'accès et modifiables. L'idée est de diriger l'invite ou les questions de l'IA vers des zones spécifiques de votre modèle linguistique plutôt que de poser des questions à l'ensemble du modèle. Il gagne donc en efficacité. En réalité,
le nombre de paramètres utilisés pour former le modèle d'IA est assez important. Nous avons également un autre élément appelé tokens. Ils sont également assez importants par rapport à d'autres modèles d'IA très haut de gamme. Cependant, c'est lorsque vous souhaitez résoudre un problème que vous interrogez des modèles d'IA spécifiques et c'est là que vous gagnez en efficacité. C'est comme si vous n'utilisiez pas votre cerveau pour résoudre un problème. Vous demandez à une partie spécifique du cerveau de résoudre un problème. Le modèle R1 de DeepSeek qui a connu le plus de popularité est selon Nvidia un exemple parfait de mise à l'échelle du temps de test, c'est-à-dire lorsque les modèles d'IA montrent effectivement leur cheminement de pensée et l'utilisent ensuite pour l'entraînement ultérieur sans avoir à les alimenter avec de nouvelles sources de données.